Bonjour et bienvenue pour ce troisième rendez-vous de notre série de 4 webinaires sur des typologies de handicap spécifiques. Au programme d'aujourd'hui, les maladies chroniques. Ces rendez-vous virtuels vous sont proposés dans le cadre du marché Handipact Grand Ouest qui recouvre les régions Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Pour animer ce webinaire, je serai accompagnée de Tiffaine qui anime les réseaux Handipact du Centre-Val de Loire et des Pays de la Loire. Et pour ma part, je suis rattachée à la Bretagne et à la Nouvelle-Aquitaine et je m'appelle Émine. Nous sommes toutes deux consultantes pour le cabinet ADO Conseil qui porte ces 4 Handipact et qui s'est notamment spécialisé sur les thématiques de la fragilité, de l'inclusion et du handicap. Alors, comme je l'ai dit précédemment, nous nous consacrerons aujourd'hui aux maladies chroniques. Nos objectifs seront notamment de vous aider à mieux appréhender cette typologie de handicap et son impact dans un contexte professionnel, mais aussi à identifier les techniques de compensation et les ressources mobilisables afin d'améliorer la prise en compte du handicap dans les pratiques d'accompagnement. Pour cela, on vous propose un webinaire divisé en 3 grands chapitres, mais vous avez l'habitude pour ceux qui ont déjà assisté au webinaire précédent. Tout d'abord, un tour d'horizon de ce que recouvre le terme maladie chronique à travers sa définition, ses origines et ses répercussions. En deuxième chapitre, on fera un focus sur les bonnes pratiques d'accompagnement en faisant un petit crochet sur la période actuelle avec le Covid-19. Et enfin, en dernière partie, nous ferons une présentation des compensations possibles. Bonjour à tous, donc Tiffaine, j'ai le plaisir de co-animer aujourd'hui avec Émine ce webinaire. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver aussi nombreux. On est 330 en ligne des 4 régions du Grand Ouest, que ce soit employeurs publics ou partenaires, donc bienvenue à tous. Nous avons la chance aujourd'hui d'être accompagnés de 2 invités de marque. Wéronique Delestre et Sarah Salmona qui ont gentiment accepté de venir témoigner lors de ce webinaire. Je leur souhaite également la bienvenue et je les remercie chaleureusement. Peut-être que Sarah, pour vous présenter, on peut dire quelques mots sur votre parcours. Bonjour à tous, donc, je suis professeure de français au collège et au lycée. Je suis atteinte d'une myopathie congénitale depuis la naissance et j'enseigne maintenant depuis 10 ans et je serais heureuse de vous raconter mon parcours et puis comment le défi quand on arrive avec un handicap, c'est surtout de gagner la confiance de son employeur et de l'établissement dans lequel on est. Merci Sarah. Et puis Sarah et Véronique pourront intervenir tout au long de ce webinaire. Peut-être Véronique, 2-3 mots en introduction. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Véronique Delestre. Je suis consultante formatrice chez We Care at Work. Donc, c'est une entreprise qui est aussi un organisme de formation qui a pour cœur de métier cette notion de l'inclusion, de la maladie, du handicap dans le monde du travail. Donc, moi, je vous parlerai plutôt d'expérience et de retour d'expérience. Super. Merci beaucoup, Véronique. Et pour commencer, et pour vous familiariser également avec l'outil LiveStorm, on vous propose un petit quiz. Vous avez l'habitude aussi, pour ceux qui nous suivent, que vous retrouverez dans l'onglet sondage pour commencer à appréhender cette thématique des maladies chroniques avec une première question que l'on vous propose qui va apparaître dans quelques instants. Selon vous, par définition, on ne peut pas guérir d'une maladie chronique. Vrai ou faux? On vous laisse découvrir le sondage dans l'onglet sondage. Et il y a déjà des réponses qui arrivent à toute allure. Si vous avez des difficultés à trouver cet onglet, n'hésitez pas à poser la question sur l'onglet questions, mais a priori, vous avez l'air de trouver, puisqu'on a pas mal de réponses. On vous laisse encore quelques instants pour ne pas influencer les réponses. Toutefois, il y a une tendance qui a l'air de s'afficher de plus en plus.
avec effectivement une plus grande majorité, à 55% ici. Vous dites que par définition, on ne peut pas guérir d'une maladie chronique, c'est vrai. Alors oui, effectivement, c'est vrai, on ne peut pas guérir d'une maladie chronique. Cependant, certaines personnes peuvent connaître des phases de rémission prolongée, c'est-à-dire sans signe de la maladie, ni de poussée pendant un long laps de temps. Important à noter également, c'est que si on ne peut pas guérir d'une maladie chronique, certaines répercussions peuvent toutefois être traitées. C'est le cas de la fatigue, de la dépression, de l'anxiété, qui sont des symptômes de la maladie et qui peuvent être, entre guillemets, guéris par des thérapies comportementales. Ces symptômes sont en effet souvent issus du regard porté sur soi et du regard des autres. Alors, grâce à un travail sur les émotions et sur l'estime de soi et avec des exercices comme la restructuration cognitive ou l'affirmation de soi, on peut retrouver une estime, une confiance et diminuer la souffrance ressentie du coup par les personnes atteintes de maladies chroniques. Deuxième question pour ce quiz. Donc, on vous invite à vous rendre de nouveau sur l'onglet sondage. Entre ces trois réponses, laquelle cause le plus de décès dans le monde? 1. Le diabète. 2. Les accidents de la route. 3. Le VIH. Encore une fois, ça défile à toute allure, mais on vous laisse répondre. C'est un petit peu partagé les résultats, mais on a quand même une grande majorité qui se dessine à 67% de vos réponses pour le diabète, suivi de 30% pour les accidents de la route et 4% qui nous indiquent que ce serait VIH-Sida. Et en fait, la majorité qui n'a pas toujours raison, mais qui cette fois a raison, en effet, c'est le diabète qui représente le plus de cause de décès dans le monde entre ces trois choix. Qui a été responsable du décès de 1,6 million de personnes en 2016. Alors, je n'ai pas de chiffres plus récents, vous m'excuserez, mais ça nous permet quand même d'avoir un petit ordre d'idée. Les accidents de la route arrivaient seulement, entre guillemets, en 10e position selon un classement de l'Organisation mondiale de la santé en 2016, avec 1,4 million de décès. Et le sida-VIH, responsable, lui, de 1 million de décès, a disparu du classement du top 10, entre guillemets, en 2016 et s'efface petit à petit. En effet, aujourd'hui, en fait, l'amélioration des connaissances scientifiques et le changement des habitudes de vie ont influencé ces tendances et renforcé de plus en plus les personnes touchées par des maladies chroniques. On verra tout à l'heure que le mode de vie peut avoir des influences. Ce n'est pas forcément la seule cause de maladies chroniques, mais peut en tout cas renforcer l'apparition de certaines maladies chroniques. Et donc, les causes de décès comme ça ont évolué au cours du temps. On remarque aussi à noter une différence assez sensible entre les pays à fort niveau de revenus, où ces maladies chroniques, on va essayer de ne pas faire de généralité, mais ça donne quand même des indications. Dans les pays à fort haut niveau de revenus, ces maladies chroniques sont plus présentes, là où dans les pays plus pauvres, entre guillemets, les maladies infectieuses vont être plus présentes dans les de décès. Voilà pour vous donner un petit peu des points de repère. Alors après cette mise en bouche sous forme de quiz, on vous propose désormais de rentrer dans le vif du sujet avec une définition du terme maladie chronique. Alors sachez tout d'abord que les maladies chroniques sont reconnues comme un handicap depuis la loi du 11 février 2005. Et qu'elle recouvre une grande diversité de situations. On intègre à l'intérieur aussi bien le diabète que la sclérose en plaques, le cancer. On verra ça un petit peu plus tard. Toutefois, elles ont certains points communs. Tout d'abord, elles se caractérisent par leur caractère évolutif. En effet, elles nécessitent aussi une prise en charge médicale sur une longue durée et sont à l'origine de handicaps. Les maladies chroniques évoluent plus ou moins rapidement pendant plusieurs mois au minimum.
au rythme de complications plus ou moins graves et se traduit souvent par un risque d'invalidité ou par un handicap temporaire ou définitif. Alors, quand on parle du caractère évolutif des maladies chroniques, cela signifie qu'elles sont susceptibles d'évoluer. Évoluer vers quoi? En fait, vers une aggravation, au mieux vers une stabilisation, par opposition à des pathologies non évolutives ou fixées. Le caractère évolutif s'applique à la pathologie elle-même et non pas au handicap à travers les déficiences et incapacités qu'il induit. Ainsi, un handicap par traumatisme, par exemple, est par définition non évolutif. Par maladie évolutive, on désigne donc de ce fait des affections dont l'évolution est attendue et dont le traitement est pour l'instant symptomatique ou palliatif. Par exemple, la sclérose en plaques, la maladie de Friedreich, la maladie de Charcot, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, dystrophie musculaire progressive, enfin voilà, il y en a beaucoup. Il est important de souligner aussi que l'évolution et la sévérité de ces affections est variable. Une maladie évolutive ne signifie pas une maladie mortelle, ni même une diminution de l'espérance de vie. C'était important de le souligner. Important aussi de le signaler, l'histoire des maladies chroniques est assez récente, puisque ce sont les progrès scientifiques qui ont permis de transformer ces maladies au pronostic souvent défavorable en maladies chroniques. Du coup, de plus en plus de personnes vivent avec ces maladies qui peuvent générer de fortes répercussions à plus ou moins long terme dans la vie quotidienne, mais aussi professionnelle. Grâce au progrès de la médecine, les personnes malades peuvent, et le plus souvent, veulent continuer de travailler. C'est un souhait qui reste réalisable à condition de faire tomber les idées reçues et d'envisager un cadre professionnel qui tient compte des incidences de la maladie. Et pour cela, c'est à nous de travailler sur ça. Véronique, excusez-moi Véronique, j'avais une question parce que là, je viens de donner beaucoup d'éléments de définition on parle d'évolution, on parle de plus ou moins long terme. Enfin voilà, il y a beaucoup d'éléments qui ont été donnés. Je sais qu'il existe beaucoup de définitions. Là, on se base sur celle de l'OMS. Est-ce que vous pouviez nous donner justement des éléments qu'on peut retenir par rapport à tout ça? Oui, merci. Effectivement, on sait qu'il existe d'autres définitions de la maladie chronique. Il en existe au niveau de l'Europe, donc le Comité européen de la santé en donne une. Il en existe aussi au niveau de la France. Le Haut Conseil de la santé publique en donne une autre. Alors, en fait, on comprend que c'est complexe à appréhender, cette notion de maladie chronique, et il faut retenir un mot, je pense, enfin en tout cas une notion, c'est que ça dure dans le temps. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. On peut quand même donner voilà, Émile a commencé à donner quelques exemples. Vous avez ici un panorama, alors il existe, comme on vient de le dire, de nombreuses définitions différentes et donc des différentes manières de rentrer dans des cases. On sait que c'est toujours délicat de vouloir entrer en handicap dans une case, donc ce n'est qu'à titre indicatif pour vous donner quelques exemples de pathologies que l'on retrouve rattachées aux maladies chroniques. On a des maladies neurologiques que peuvent être la sclérose en plaques, l'épilepsie, la maladie de Parkinson, des maladies rhumatologiques, la polyarthrite rhumatoïde, des maladies infectieuses, le sida, le VIH. À savoir que le sida-VIH fait partie des maladies chroniques évolutives, avec cette différence que, contrairement à certaines autres pathologies, avec les traitements qui peuvent être mis en place, certains vivent et travaillent sans conséquences majeures sur l'emploi. C'est aussi valable sur bien d'autres pathologies, bien sûr, mais certains traitements de maladies chroniques sont quand même reconnus pour être des traitements assez lourds. Ces différents exemples que l'on peut donner de maladies chroniques, la liste est non exhaustive. Pour avoir un panorama plus ou moins complet, on peut se référer à la liste des affections de longue durée définie par la Sécurité sociale. Vous retrouvez ainsi une autre catégorisation, on va dire une liste de maladies reconnues.
qui nécessitent un traitement prolongé et une thérapie particulièrement coûteuse dans certains cas que reconnaît la sécurité sociale. À savoir, pour quelques exemples qui sont mentionnés sur cette slide, notamment les cancers, au sens strict, ne sont pas des maladies chroniques évolutives, mais entrent dans cette catégorie du fait des traitements et qui peuvent avoir des impacts similaires sur le quotidien des personnes, à la fois du côté personnel et professionnel. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, sur le côté, vous voyez, une personne sur 5 concernée en France, hein, c'est très conséquent. On estime que 15 millions de personnes en France sont atteintes plus ou moins sévèrement d'une maladie chronique, soit 20% de la population française. Et ces maladies surviennent, certaines sont innées, donc de naissance, mais de nombreuses surviennent au cours de l'existence et pendant la vie active. Donc vous, en tant qu'employeur, en tant que partenaire de l'emploi, on a beaucoup de Cap Emploi avec nous aujourd'hui, vous avez dans vos effectifs et dans les personnes que vous accompagnez un certain nombre de personnes qui sont concernées, d'autant plus qu'on est sur certaines formes de handicap qui peuvent être invisibles. Donc voilà, on incite à vraiment avoir une vigilance et une bienveillance quotidienne que vous avez bien sûr, hein, mais on insiste encore une fois là-dessus. Alors justement, pour compléter ces quelques éléments de définition et justement préciser un petit peu plus les autres pathologies qui peuvent rentrer dans ce terme et aller un peu plus loin, on vous propose une vidéo qui a été faite par l'Ordre des médecins. Les maladies chroniques, contrairement aux pathologies aiguës, affectent les patients sur une longue durée, voire toute leur vie. Il s'agit notamment des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies respiratoires chroniques, du diabète, du sida ou encore des maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Aujourd'hui, les maladies chroniques inquiètent du fait de la croissance exponentielle du nombre de patients atteints. En France, 20 millions de personnes seraient concernées, soit un tiers de la population. L'OMS parle d'une véritable épidémie mondiale responsable de 70% des décès dans le monde. À l'origine de ce boom, les progrès de la médecine qui ont permis de vivre avec des maladies telles que le sida, le diabète ou certains cancers. Mais de nombreux facteurs environnementaux sont également pointés du doigt, comme la pollution ou les perturbateurs endocriniens. Cette épidémie met en péril notre système de santé, pensé pour traiter les maladies aiguës, mais pas du tout pour prendre en charge les pathologies chroniques. Financement, accompagnement des patients, organisation des équipes de soins, formation des professionnels de santé. Quelles solutions mettre en œuvre pour mieux prévenir ces maladies et mieux prendre en charge ces patients dont la vie a basculé? Le nouveau webzine de l'Ordre des médecins ouvre le débat. Alors, dans cette vidéo qu'on vient de voir, on a pu découvrir certaines pathologies, des éléments déclencheurs et surtout des enjeux qui sont liés aux maladies chroniques. En termes d'accompagnement, nous tenions à revenir sur deux enjeux clés pour vous, employeurs, accompagnateurs. Tout d'abord, en enjeu numéro 1, nous voulions pointer le fait que les maladies chroniques sont finalement une agrégation de cas particuliers. Les répercussions de ces maladies sur la vie sociale et professionnelle ne sont pas les mêmes pour tous et ainsi chaque cas reste vraiment particulier. Chaque personne a son propre ressenti psychologique, sa propre résistance physique. Pour certaines, les périodes de soins peuvent alterner avec des périodes pendant lesquelles elles sont capables de travailler. De même, chaque maladie connaît des évolutions spécifiques, plus ou moins prévisibles, mais qui ne vont pas nécessairement dans le sens d'une aggravation. Il faudra donc accompagner chaque personne au cas par cas. C'est l'enjeu numéro 1 que vous voulez ressortir. Et en enjeu numéro 2, c'est le fait que finalement ces pathologies sont de plus en plus fréquentes. Dans les années à venir, on vient de le voir, les maladies chroniques seront une préoccupation majeure des employeurs, tant en termes de gestion des ressources humaines et d'organisation du travail qu'en termes de productivité. Deux raisons pour cela. Tout d'abord, la première démographique, avec l'augmentation du nombre de personnes atteintes d'une maladie chronique
du fait du recul de l'âge de la retraite, avec pour conséquence le vieillissement de la population active. Et seconde raison d'ordre médical qui tient au fait que les progrès, qu'il y a eu des progrès du dépistage et de la prise en charge thérapeutique des maladies chroniques. Grâce à des traitements compatibles avec une vie professionnelle, finalement, les personnes malades veulent et peuvent conserver leur activité le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. D'où la nécessité finalement pour une bonne intégration dans l'entreprise que l'employeur et les collaborateurs soient informés sur les maladies chroniques et leur impact sur la vie professionnelle. Je ne sais pas si peut-être Véronique, Sarah, à ce stade, vous voulez aussi rebondir. Alors désolée, j'ai coupé vos micros, je les remets en place. Sarah, je vous laisse. Oui. Peut-être là, une idée qui me vient en tête dans mon expérience, c'est que souvent on a assimilé on assimile le handicap au fait de ne pas être capable de travailler. Et moi, c'était un vrai désir de pouvoir travailler, et c'est pas forcément le regard que je reçois des gens autour de moi qui, avec mes difficultés, j'ai aussi une difficulté respiratoire, j'ai voulu être prof, c'était un défi au niveau de ma santé, et je pense qu'il ne faut pas assimiler maladie chronique au fait de ne pas avoir un désir ardent de vouloir travailler et exercer son métier. Voilà. Moi, en termes de posture, d'accompagnement, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, en tout cas, il y a une notion d'écoute, de confiance, vous l'avez déjà dit. Et je pense aussi aujourd'hui, avec l'expérience, c'est que certes, on a une réponse individuelle à apporter face à la personne qui est face à nous, mais surtout, on a une réponse collective, hein, parce qu'on se rend compte que lorsqu'on traite, entre guillemets, de manière collective cette notion de la maladie au travail, en fait, elle sert tous les salariés, parce qu'on est tous concernés. Merci beaucoup pour ces précisions. On reviendra en effet tout à l'heure. C'était une très bonne introduction sur les postures à adopter. Hein. Et je pense que vos messages à toutes les deux vont vraiment dans ce sens-là. Juste pour finir sur les éléments peut-être de définition. Excusez-moi, on a fait un filage juste avant et du coup, ça a décalé les slides. C'est pas grave. Juste, on en a parlé un petit peu. Hein. L'origine des maladies chroniques peut être très diverse. C'est une association de facteurs génétiques, physiologiques, environnementaux et comportementaux. Parfois, on est sur une origine génétique stricte, mais des facteurs comportementaux peuvent influer sur le déclenchement de certaines maladies chroniques. Et sur ces facteurs comportementaux, pour le coup, on peut faire de la prévention et on peut essayer de prévenir du déclenchement ou de l'aggravation de certaines maladies. Le tabagisme, la sédentarité, le manque d'exercice physique, la mauvaise alimentation, mais ça, c'est des choses que vous connaissez évidemment par cœur, augmentent le risque de ces maladies non transmissibles et on peut avoir une action là-dessus. Je ne vais pas vous reciter le nombre de décès parce que c'est un peu plombant pour ce matin, ce n'est pas forcément le message qu'on veut faire passer, mais c'est quand même important d'avoir bien ça en tête. D'autres facteurs de risque peuvent être liés à des facteurs de risque physiologiques. Et là, on peut moins jouer là-dessus. Tout dépend des personnes, mais peuvent être à risque les personnes ayant de l'hypertension artérielle, avec les personnes ayant du surpoids, de l'obésité ou de l'hyperglycémie, par exemple. Donc voilà, c'était juste encore une fois pour donner quelques éléments de repère. Et encore une fois, c'est vraiment du cas par cas. Et chaque personne, même avec deux pathologies similaires, vivent la maladie de manière complètement différente, que ce soit dans les symptômes, dans l'évolution, etc. Donc, c'est pour donner quelques points de repère, mais toujours faire du cas par cas. Alors, on voit là, enfin, je fouillais dans les questions et on voit déjà quelques éléments ressortir sur des éléments complémentaires que vous voudriez avoir sur certaines pathologies. Alors, c'est vrai que sur ce format-là, on ne va pas rentrer sur des pathologies concrètes, on va surtout s'intéresser aux répercussions
Toutefois, si vous avez des questions vraiment pratico-pratiques, j'ai vu quelqu'un qui posait une question sur les maladies respiratoires, enfin, qui aurait voulu des précisions. Si vous avez une question concrète, n'hésitez pas à la poser. Peut-être que Sarah aussi pourra apporter des compléments par rapport à ça, ainsi que Véronique. Voilà. En tout cas, en termes de répercussions, ce qu'on peut dire, c'est que les effets au quotidien des maladies chroniques peuvent prendre des formes très diverses et sont souvent dissimulés consciemment ou non afin de ne pas attirer l'attention. Les symptômes peuvent être permanents ou ponctuels, on peut repousser. Du coup, en termes de répercussions, premier élément qu'on voulait partager, il est vraiment essentiel de pointer du doigt le fait que les maladies chroniques ont en commun d'être fréquemment à l'origine de handicaps invisibles qui se caractérisent surtout par une grande fatigabilité et des arrêts maladie répétés, courts et souvent nécessaires pour suivre le protocole de soins de ces personnes. En outre, si la personne atteinte d'une maladie chronique choisit de ne rien dire de son état de santé, ce qui est souvent le cas par crainte d'être stigmatisée ou parce qu'elle-même a du mal à se reconnaître comme handicapée, l'employeur et les collègues ne pourront jamais connaître la cause réelle de cette situation. Or, celle-ci risque finalement de peser lourdement sur l'organisation des tâches dans les relations au travail. Les collaborateurs amenés à suppléer sans explication à un collègue régulièrement absent peuvent ne pas comprendre et mal réagir face à cet état de fait. Inversement, pour pallier un éventuel retard ou éviter toute appréciation négative, la personne touchée par une maladie chronique pourra avoir tendance à se surinvestir dans son travail avec un retour des risques aggravés pour sa santé, notamment par accumulation de fatigue. Quand je dis ça, je ne dis pas que la personne a besoin d'exprimer sa pathologie. L'idée est toujours effectivement de partager plutôt les difficultés rencontrées pour pouvoir avancer sur justement une meilleure organisation, et c'est ce qu'on verra après sur le chapitre compensation. En termes de répercussions, on peut aussi parler de la douleur, la fatigue ou la prise fréquente de médicaments qui peut être un facteur de gêne pour le patient qui refuse souvent d'être vu comme un malade. En plus de devoir concilier sa vie professionnelle avec un traitement ou de la rééducation, le malade doit en effet parfois subir des regards condescendants de la part de ses collègues et doit parfois composer avec une pression quotidienne venant de sa hiérarchie. Peut-être qu'on peut prendre un exemple pour que ça parle davantage. Après quelques recherches, on peut prendre l'exemple par exemple de la fibromyalgie qui se caractérise par des douleurs diffuses dans tout le corps, associées à de la fatigue chronique, à des troubles du sommeil. Les symptômes sont assez nombreux et peuvent cohabiter avec d'autres symptômes, d'autres maladies. C'est une maladie chronique et progressive et les conséquences de la maladie aussi varient, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, d'une personne à l'autre. Les effets, c'est super important d'avoir ça en tête, les effets de cette pathologie ne sont pas forcément les mêmes d'un jour à l'autre. Donc on voit bien dans la posture d'accompagnement, dans le management, dans la gestion de l'équipe, on va avoir une attention de tous les jours puisque la personne ne va pas forcément pouvoir suivre le même planning initial qu'on avait défini collectivement tous les jours de la même manière. On va devoir potentiellement adapter les missions un peu au jour le jour. C'est une maladie qui est assez mal connue, assez mal comprise dans le cadre professionnel. Ce que disait Émile, du fait qu'on est sur des handicaps qui sont parfois invisibles. Et cela peut entraîner l'isolement de la personne qui se referme du fait de se sentir un peu mal comprise. Et les douleurs persistantes, les troubles du sommeil aussi ne permettent pas forcément un repos optimal et vont impacter parfois l'humeur, mais il ne faut pas se braquer là-dessus parce que c'est tout à fait normal qu'on puisse, après avoir passé une mauvaise nuit, on est tous aussi comme ça parfois dans les mauvais jours, donc on peut avoir un impact sur l'humeur et également parfois une plus grande lenteur dans la réalisation de certaines tâches. Donc, encore une fois, je pense que collectivement, il faut bien se rappeler d'être
super attentifs les uns pour les autres pour veiller à ces changements, on va dire, et à ces adaptations quotidiennes qu'on peut mettre en place dans l'organisation du travail. Sarah, Véronique, peut-être qu'on peut aussi se tourner vers vous pour compléter un petit peu ce panorama des répercussions. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces éléments-là? Est-ce que vous aviez des éléments à apporter, à enrichir? Moi, pour vous partager aussi mon expérience, je vais dire que l'aspect pratique pour moi, c'est que mon handicap se voit. Et c'est vrai que je suis persuadée que c'est beaucoup plus difficile au sein dans son travail d'avoir une maladie chronique qui ne se voit pas et dont on ne parvient pas à faire prendre conscience des difficultés quotidiennes qu'on peut éprouver. Pour le coup, moi, elles se voient et les gens savent très vite mes limites. Et là-dessus, je me retrouve très bien dans évidemment les conséquences que m'impose ma pathologie, c'est-à-dire ma fatigue chronique, de la difficulté à me concentrer. Alors, à moi et mon employeur de savoir adapter mon emploi du temps, parce que par exemple, je travaille qu'à mi-temps, j'ai des heures de pause entre mes heures de cours parce que je suis limitée au niveau respiratoire. Donc, il y a une vraie gestion de la fatigue à mettre en place. Et pour le moment, j'ai trouvé un vrai équilibre. Et en ce qui concerne les répercussions qui peuvent toucher le moral, moi je trouve qu'aujourd'hui, ne pas travailler serait un facteur de dépression pour ma part, et que quand les choses sont bien organisées, qu'il y a une très bonne communication avec son employeur et une confiance aussi qui s'installe, alors on peut parvenir à travailler dans des conditions optimales et positives pour tout le monde. Justement, Sarah, on a une question de Christelle dans le chat qui nous demande, avec toutes ces informations que l'on a données, comment est-ce qu'on sensibilise l'employeur? Peut-être que vous pouvez nous dire 2 mots peut-être sur la façon dont vous avez aussi entamé la discussion. Est-ce que ça venait de votre part? Est-ce qu'il y a eu une action de sensibilisation? Je pense que ça peut intéresser les employeurs qui nous écoutent. Alors, dans la fonction publique, quand on est... moi, je suis dans l'enseignement privé sur contrat, donc j'ai passé des vrais entretiens avec mes employeurs. Je n'ai pas été affectée à un établissement de manière mécanique, comme si elle l'est dans la fonction publique. Donc, j'ai eu la chance déjà d'avoir des vrais entretiens et de pouvoir me présenter et de présenter mes limites et d'en faire prendre conscience. Par contre, j'ai eu 2 expériences dans 2 établissements différents. Le premier étabbissement où je débutais ma carrière et où j'étais nouvelle enseignante et donc avec toutes les appréhensions qu'on peut avoir quand on démarre son métier, j'ai pas été accueillie dans les conditions les plus optimales parce que j'ai eu un regard, oui, accueillant, mais aussi assez infantilisant et une mise en doute de mes capacités. Par exemple, à tenir une classe de 35 élèves avec ma petite voix, avec mon fauteuil roulant, avec le risque que les élèves en profitent. Donc, par exemple, un exemple tout à fait concret, j'avais le droit d'avoir une assistante d'éducation et on s'est dit, ah ben, on va donner à Sarah une surveillante. Comme ça, la surveillante va l'aider à gérer la classe d'une manière un peu pas claire, quoi. Tout ça n'avait pas été très défini. Et donc, je me suis retrouvée en classe avec à mes côtés quelqu'un qui était dans un coin et que les élèves associaient à une surveillante et donc à quelqu'un qui pouvait les punir si derrière mon dos ils parlaient. Et donc ça a créé pour moi et pour mes élèves aussi un climat complètement bancal et vraiment inapproprié aux apprentissages parce que
parce que c'était pas moi qui étais chef à bord et que là-dessus, on m'avait pas forcément fait confiance. Dans mon deuxième établissement, j'ai changé aussi un peu pour ces raisons-là. On m'a dit, vous passerez les entretiens pour choisir votre assistante d'éducation. Et en fait, on m'a fait confiance et ça a complètement changé ma méthode et ma posture en tant qu'enseignante. Merci beaucoup, Sarah. Ça va nous permettre après, derrière, d'embrayer justement sur la partie posture de l'accompagnateur, puisqu'on voit là, à travers votre expérience, finalement, que entre les deux établissements que vous avez connus, il y a vraiment cet aspect-là qui rentre en jeu et qui vous permet vraiment de mieux appréhender votre travail au quotidien désormais. Juste peut-être pour revenir sur la partie répercussion et aussi sur la question qui nous a été posée sur la sensibilisation. Véronique, est-ce que vous avez des éléments à nous apporter avec votre expérience de terrain? Je rebondis sur le témoignage de Sarah qui disait, entre guillemets, qu'elle avait la chance que sa maladie, son handicap se voyait. Et donc, je me permets d'insister sur les maladies chroniques invisibles, en fait. Donc, par exemple, les gens souffrant de cancer qui, par leur traitement, peuvent souffrir de douleurs articulaires, voilà, de très grande fatigue. Voilà, je ne vais pas ajouter sur tout ce que vous avez dit au niveau des signes, etc. Mais attention au handicap invisible parce qu'il y a quand même des troubles qui peuvent se mettre en place. Et comment est-ce qu'on arrive, Véronique, du coup, à en parler quand c'est invisible? Parce que je crois que c'est une question vraiment partagée par les employeurs. C'est la question que soulignait Sarah finalement. C'est la confiance qui va s'établir, l'ouverture, le dialogue. Et puis, on en reparlera un peu plus tard dans les postures, c'est aussi de mieux appréhender, de mieux comprendre. Et votre information, votre webinaire ce matin permet déjà de se dire « Ah oui, ça existe ». Et donc déjà, c'est un premier point de départ. Prendre conscience que ça existe. Si je peux rebondir aussi, dire que souvent on a peur de poser des questions aux personnes atteintes de maladies chroniques. Même moi, mes collègues peuvent avoir des pudeurs à m'aborder, à me demander comment je le vis. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions, même en tant qu'employeur. C'est légitime de comprendre et de savoir quelles sont les limites concrètes des personnes qui souffrent de ces maladies chroniques. Voilà, il y a une espèce de pudeur qui peut s'installer et qui peut empêcher en fait l'accompagnement. Donc pour vous, il ne faut pas hésiter en tout cas à poser des questions sans pudeur, on va dire. Ça me semble d'abord important, si ça ne vient pas de la personne elle-même, ça me semble important c'est comme moi, quand je commence une première heure de cours au début de l'année scolaire, je n'envisage pas ne pas expliquer concrètement à mes élèves ce que j'ai, même si on sort complètement du cadre d'un cours. Et c'est ce que je fais avec mon employeur. Et je n'y verrai pas d'offense à ce qu'on vienne me poser des questions pour comprendre et pour s'habituer aussi à ces maladies, parce que ça peut faire peur. Et évidemment, il faut communiquer pour effacer cette peur. Bien sûr, et c'est par le dialogue qu'on y arrive. Merci beaucoup pour ces témoignages très riches. Emeline, est-ce qu'on continue sur, justement, là, on a bien embrayé sur le sujet des postures à avoir, quelques éléments qui peuvent paraître assez logiques, mais qu'on ne met pas forcément autant en place systématiquement que ça. La première posture, et c'est ce que nous a dit un petit peu Sarah, sur la manière dont on accueille une personne. Je pense qu'un des premiers réflexes par le recruteur, c'est de voir la personne à travers le prisme de ses compétences en premier lieu et de ne pas considérer le handicap comme un critère, on va dire, dans le cadre du processus de recrutement.
mais de donner toute la place au savoir-faire professionnel, aux expériences passées. Également, Sarah nous disait tout à l'heure, en fait, une personne avec ce type de pathologie redouble souvent d'envie de travailler parce que ça a du sens comme pour chacun d'entre nous et c'est très important de continuer, d'avoir un rythme, etc. Donc voilà, le premier réflexe très important de voir la personne via ses compétences en premier lieu. En termes de bonnes pratiques de l'accompagnateur, on peut revenir effectivement aussi sur ce que Véronique et Sarah viennent de nous partager, c'est le fait d'être dans une relation de confiance avec beaucoup de communication et de bienveillance. Les personnes malades, finalement, se définissent rarement comme handicapées. Le retour à l'activité en dehors du domicile est souvent considéré comme une guérison, même si parfois le décalage entre le monde du travail et le monde du soin peuvent s'avérer perturbants dans les premiers temps. Sarah l'a dit, le fait de ne pas avoir un travail pourrait même entraîner de nouvelles répercussions finalement, avec plus d'anxiété, peut-être du stress, etc. Donc, face à ces personnes fragiles, la bonne attitude reste finalement la bienveillance, l'écoute, sans exagérer l'empathie. L'idée n'est pas effectivement d'être trop maternaliste, paternaliste, soyez naturel. Dans tous les cas, il est conseillé d'avoir le plus de transparence possible. Donc, effectivement, la communication est décisive. Ça permet que la personne ose parler de sa maladie et de ses répercussions en toute transparence. Donc, effectivement, je vois une réaction d'Olivia en disant que le dialogue est souvent freiné par le secret médical. L'idée, effectivement, le dialogue sur la pathologie est freiné. Toutefois, en ouvrant un environnement bienveillant, en montrant que finalement que la communication est possible, que ce type de discussion est totalement bienvenu et ouvert, on peut toutefois parler des difficultés. Et c'est ça qui nous intéresse après pour travailler sur l'accompagnement. En effet, on fait souvent un sacro-saint du secret médical et voilà, il a sa place, c'est son lieu d'être. Et l'employeur, en effet, n'a pas à demander la pathologie de la personne en détail, etc. Par contre, comme le disait Emeline, on peut tout à fait discuter des répercussions et qu'est-ce que ça engendre comme en type de fatigue, etc. Quelles sont les conséquences sur l'emploi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne présente pas les types de maladies dans le détail, puisque ce n'est pas ça qui nous importe, nous, dans notre posture d'accompagnement dans l'emploi, mais plutôt à la fois les répercussions professionnelles et la posture qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Dans ces postures, un des maîtres mots, et peut-être que Véronique pourra aussi le confirmer, ou en tout cas nous témoigner d'expérience, mais c'est l'anticipation le plus possible, puisque... Alors, on sait bien qu'il y a une part d'imprévisible dans l'évolution des maladies, bien sûr, hein, tout au long de la vie. Voilà, certaines maladies qui fonctionnent par poussée, notamment, on ne peut pas forcément prévoir dans la temporalité. Par contre, on peut anticiper certains rendez-vous médicaux, certaines conséquences, certains temps de repos. Et donc, c'est très important d'avoir le plus d'anticipation possible, puisque à la fois du côté de la personne qui souffre de cette maladie et de l'organisation, il y a des changements également permanents en termes d'organisation du travail, des technologies qui sont utilisées, etc. Donc l'anticipation est vraiment importante avec un suivi régulier des solutions qui sont mises en œuvre. On parlera tout à l'heure de compensation notamment. Ces compensations, elles ne sont pas ancrées dans le marbre. On peut les faire évoluer, on peut les réadapter en permanence, ainsi que l'organisation du travail qui est mise en place. On parlait tout à l'heure de temps partiel, de mi-temps, etc. On peut mettre en place des choses pour réadapter le rythme du salarié ou de l'agent quand l'état de santé parfois s'améliore, se stabilise ou se dégrade, en le faisant en toute confiance et en transparence le plus possible. On n'est pas en train de surveiller l'agent ou surveiller le salarié, mais on est en train d'essayer d'anticiper. Une des clés de solution, et ça fait le pont avec l'approche pluridisciplinaire, c'est de réunir régulièrement, que ce soit le comité d'hygiène et sécurité, le responsable des ressources humaines, peut-être le manager de proximité, de ne pas attendre le dernier moment quand on est à un point de rupture, un point de bascule où c'est presque trop tard, mais anticiper, c'est aussi avoir des points réguliers entre les professionnels de l'établissement qui peuvent accompagner sans avoir une réelle raison d'être au point où c'est presque trop tard.
C'est également important dans l'anticipation de sensibiliser le collaborateur à la visite de pré-reprise réalisée par le médecin du travail. Quand l'arrêt maladie, on a vu que ça peut susciter des arrêts de travail à répétition. Quand l'arrêt arrive à son terme, c'est très important de pouvoir anticiper à ce moment-là également les aménagements qui vont pouvoir être mis en place pour compenser, mais également prendre ce temps pour informer, sensibiliser et à la fois le collectif de travail, le manager, l'entourage. Là, dans le cas de Sarah, c'est les élèves, par exemple, mais le public avec lequel on va travailler. Dernier conseil, dernière bonne pratique qu'on voulait vous partager, c'est l'approche pluridisciplinaire qu'on rabâche un petit peu à chaque webinaire qui est finalement valable pour chaque type de handicap. C'est le fait de ne pas hésiter finalement à associer les acteurs ressources aussi bien internes qu'externes, parce que souvent on a tendance à se limiter à nos équipes internes. Donc il y a le médecin du travail forcément qui est essentiel, les assistantes sociales, etc. Mais il y a aussi plein d'acteurs qui sont spécialisés justement sur les maladies chroniques et qui vont pouvoir être un vrai appui dans l'accompagnement de ces personnes. On reviendra sur eux un peu plus loin dans ce webinaire après la compensation. Il convient aussi de rester vigilant sur la durée de la maladie et des traitements pour prévenir les arrêts maladie, c'est ce que Tiffaine disait tout à l'heure, en identifiant plutôt les difficultés du poste et prévoir le retour dans l'entreprise après un arrêt maladie. Et justement, cette veille mobilise plusieurs acteurs, le service de santé au travail, mais aussi l'employeur, le responsable hiérarchique, tous les collègues qui sont susceptibles de repérer les difficultés d'un collègue malade. Du coup, par exemple, si vous avez des absences répétées de courte durée d'un agent, pour vous, ça n'implique pas automatiquement un signalement au médecin du travail. Et pourtant, si vous prenez l'initiative de l'alerter, du coup, vous ouvrez la possibilité d'identifier un problème potentiel et du coup d'étudier les solutions qui permettront à l'agent de conserver son emploi. Donc, important d'être en approche pluridisciplinaire et aussi d'être vigilant un petit peu à ces signaux d'alerte et ne pas hésiter à en parler dans la communication et le partager aussi du coup avec justement ces acteurs internes qui peuvent être utilisés pour un meilleur accompagnement. On a une question d'Aurélie dans le chat qui nous dit, on parle beaucoup de communication là sur cette partie, comment présenter sa maladie sans effrayer l'employeur? Certaines personnes n'osent pas en parler ou même ne postulent pas à certaines offres d'emploi parce qu'elles craignent de ne pas pouvoir tenir le poste. Est-ce que Sarah ou Véronique, vous avez de bons conseils à nous donner sur comment présenter la maladie sans effrayer l'employeur, le recruteur? Alors, pour ma part, je pense qu'il faut être factuel, parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière que d'être honnête et de présenter précisément les choses en sachant qu'on peut trouver des solutions pour faire bien son métier et ça n'enlève pas la motivation et les compétences, en fait. Hein. C'est deux choses qu'il faut bien séparer. Heureusement pour moi, il y a tout un système de compensation qui a été mis en place, et ce qui fait que je suis aussi efficace que n'importe quel autre professeur. Hein. Donc, là où je peux rassurer l'employeur, c'est là-dessus. Mais il n'y a pas d'autre manière que, il me semble, hein, de dire avec honnêteté les choses et les limites. Mais ça suppose aussi de pouvoir les assumer hein, et de ne pas aller édulcorer la réalité pour dire je vais minimiser cet aspect pour ne pas lui faire peur. C'est dangereux de faire ça, c'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour la confiance que vous avez avec votre employeur. Et puis, en amont, il y a tout un travail de sensibilisation qui peut être fait dans les entreprises pour justement qu'on soit moins effrayé par toutes ces maladies chroniques, par le handicap,
parce que c'est un univers qu'on ne connaît pas en fait. Donc c'est ça qui fait peur. À partir du moment où on le connaît, où on est habitué à travailler avec, les choses changent facilement. Véronique, vous aviez peut-être… Alors, juste peut-être plus la posture du côté de l'employeur, si on peut dire. On parlait tout à l'heure d'anticipation. Alors effectivement, on ne peut pas anticiper de manière individuelle face à une personne malade comment cette personne va agir, interagir dans le milieu professionnel. Par contre, ce que l'on peut anticiper, c'est la posture de l'employeur. Et l'anticipation dans la posture de l'employeur, c'est finalement d'avoir une réflexion collective avant qu'un événement arrive. Souvent, moi, quand j'interviens dans les organisations, c'est que j'interviens en mode pompier. Je dis ça en mode pompier parce que j'interviens au moment où il y a un problème. Et moi, quand j'arrive et je leur dis, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas réfléchi avant que le problème se pose? Parce que, ils me disent, parce que ça n'existait pas. On n'avait pas ce cas-là dans notre unité. Or, peut-être qu'en réfléchissant avant, avec des actions de sensibilisation, des actions d'information, l'employeur sera apte à mieux accepter. Mais on en reparlera tout à l'heure au niveau de la compensation, effectivement. Ok, bon, bah merci en tout cas à toutes les deux pour ces informations précieuses. On continue avec, on souhaitait faire un point rapide sur l'actualité parce qu'on est en pleine semaine de déconfinement et de faire le pont entre maladie chronique et Covid, puisque en effet, dans les personnes considérées à risque pendant cette épidémie, on retrouve nombreuses maladies chroniques telles que les diabètes, les maladies cardiovasculaires, certaines pathologies respiratoires. Et donc, il est important d'être très vigilant puisque là, pour les personnes concernées, on se retrouve dans une position, en effet, où elles peuvent être maintenues en télétravail ou maintenues en arrêt ou en activité partielle. Toutefois, ça suscite une communication auprès de l'employeur et beaucoup d'employeurs vont peut-être aussi se prendre la mesure des personnes qui sont concernées dans leur équipe, dans leur établissement. Et donc, il nous semblait important de faire un petit temps d'arrêt sur la question, d'autant plus que ça peut être source d'inquiétude, d'interrogation pour à la fois les employeurs et les personnes qui sont concernées. Plusieurs plateformes ont été montées justement pour répondre à ces interrogations et ces questions. Et c'est les liens qu'on vous affiche actuellement à l'écran. À la fois la ligne C que Valéria nous indique également dans le chat pour que vous puissiez la retrouver, qui est ouverte, une ligne téléphonique dédiée pour les patients atteints de maladies chroniques pour répondre aux questions, aux interrogations, qui est relayée. Également la plateforme dédiée C19.info qui a été développée en s'appuyant sur les recommandations du ministère de la Santé. Et les patients atteints de maladies chroniques peuvent y renseigner à travers un court questionnaire les symptômes qu'ils rencontrent. Et ce questionnaire établi par une équipe médicale permet ensuite de poser une question sur une situation particulière que la personne rencontre directement à un médecin, également de discuter sur un chat dédié avec une équipe spécialisée en psychologie, etc. Donc, ce sont des ressources qui peuvent être intéressantes. Je vous invite à les partager. Peut-être on parlait d'anticipation, de prévention et de handicap invisible. Vous avez très, très probablement dans vos équipes et dans les personnes que vous accompagnez, des personnes qui souffrent de ces maladies. Vous ne le savez peut-être pas. Mais peut-être qu'en prévention, ça peut être intéressant de faire un mailing. Alors, il y a un numéro vert au niveau national qui circule, mais d'avoir ces outils dédiés, ça peut être intéressant de faire un petit focus sensibilisation sur le sujet, surtout dans le contexte que nous traversons tous collectivement en ce moment. Voilà pour ce petit point. Je voyais aussi que vous aviez Pardon, Tiffany. Vas-y, je t'en prie. Je rebondis sur les numéros de téléphone parce qu'effectivement, la structure de Véronique a également développé un numéro de téléphone pour accompagner les personnes avec une maladie chronique. Peut-être que vous pouvez nous en toucher quelques mots. Oui, tout à fait. Donc, notre entreprise We Care at Work a développé une plateforme gratuite, solidaire. Donc, c'est un numéro vert qui va s'afficher ensuite dans les contacts. Toute personne concernée par la maladie
que l'on soit concerné soi-même, que l'on soit aidant ou que l'on soit employeur, peut venir poser ses questions sur cette plateforme. On y répondra de manière anonyme et gratuite. Voilà. Et je fais juste un focus effectivement avec maladie chronique et Covid, parce que deux choses. Vous l'avez dit, Tiffaine, peut-être que des employeurs vont découvrir que leurs agents sont porteurs de maladies chroniques, parce que c'est à ce moment-là que la personne va peut-être dire qu'elle est à risque, donc elle ne va pas revenir au travail. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, ce sont les médecins qui le constatent, et les hôpitaux, les services d'urgence et les cabinets médicaux se sont vidés d'un seul coup pendant cette maladie, comme si on avait oublié d'être malade et comme si on avait oublié de découvrir que l'on pouvait être atteint d'un cancer. Parce que je rappelle que chaque jour, 1200 personnes apprennent qu'elles ont un cancer. Donc, pendant ces 2 mois, que s'est-il passé? Donc, certainement, il y aura des conséquences. On voit qu'il y a effectivement, là, dans cette période particulière, avec le déconfinement, on va sûrement découvrir pas mal de choses, découvrir effectivement que beaucoup de gens sont touchés également effectivement par ces maladies chroniques et il faudra les accompagner. Juste pour rappel, un décret est sorti, donc c'est certaines pathologies qui concernent effectivement les maladies chroniques font partie des personnes, de la liste des personnes jugées à risque, donc elles ont la possibilité de faire prolonger leur arrêt de travail via l'assurance maladie pour eux et pour leurs proches. Et encore une fois, si l'arrêt de travail doit être communiqué à l'employeur, il n'a aucune obligation. La personne n'a aucune obligation de lui indiquer la raison. Donc, c'est à ce moment-là, effectivement, que tout le travail de sensibilisation, d'ouverture, de parole, de communication va être vraiment important. Véronique, vous nous avez donné justement, vous, votre point de vue sur la situation du point de vue des employeurs. Sarah, je me tourne vers vous peut-être pour que vous nous disiez aussi, vous, comment vous le vivez finalement, ce déconfinement. Alors, pour ma part, je vais continuer le travail en ligne. Je dispose d'une mise en retrait compte tenu en fait de mes difficultés respiratoires. C'est pas tellement le fait d'être en fauteuil roulant, c'est plus ma capacité respi qui me rend à risque. Voilà, je terminerai normalement l'année scolaire à distance. Bon, écoutez, on est un peu dans l'incertitude pour la suite. Pour la rentrée de septembre, mais ça, c'est un cas un peu particulier. En tous les cas, j'ai le soutien de ma direction et on est en étroite collaboration pour continuer une continuité pédagogique efficace. En tout cas, on le rappelle parce qu'effectivement, on est dans le cadre du Handipact, qui est un dispositif du FIP. Les employeurs, les personnes qui accompagnent les personnes en situation de handicap dans la fonction publique, sachez que le FIP aussi a mis en place 2 aides exceptionnelles pendant cette période et que ces aides sont prolongées pour l'instant jusqu'au 31 mai. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site du FIP pour vous renseigner. Si vous êtes un employeur conventionné, vous pouvez directement voilà, mettre en place ces aides. Si vous ne l'êtes pas, vous avez besoin de partager, de partager votre projet avec la déléguée territoriale ou le délégué territorial au handicap de votre région et on vous invite à aller sur le site internet du Handipact pour retrouver leur contact. Mais sinon, vous avez sûrement eu une newsletter qui vous en a informé récemment de notre part. Une dernière info, Emeline, pour conclure sur ce petit chapitre sur le Covid. On avait une question de Christine qui nous demandait, on a des soucis avec des agents qui ne peuvent porter de masque, notamment des personnes sourdes, etc., avec prothèse auditive. Je ne sais pas si vous, Véronique, vous avez eu des informations là-dessus. Moi, je sais qu'on a fait un webinaire sur le handicap visuel il y a 15 jours et on échangeait justement sur le fait qu'il y ait des masques avec des masques transparents qui avaient été conçus. Moi, je n'ai pas forcément de mon côté le nom des fournisseurs. J'invite aussi les participants, on est 340 en ligne ce matin. Peut-être que certains d'entre vous ont dégoté des bonnes solutions et des idées. Je vous invite à mettre dans le chat si vous avez eu recours à des fournisseurs particuliers, peut-être avec des solutions de visière, etc., à échanger entre vous. C'est aussi l'objectif de ce webinaire que de pouvoir prendre contact, se donner des bons conseils au-delà de ce qu'on peut raconter.
Véronique, je ne sais pas si vous avez eu des infos là-dessus. Non, je suis désolée. C'est vrai que chaque cas est en particulier et donc une solution particulière. Chaque employeur développe des solutions puisqu'il a l'obligation de protéger ses salariés. Non, j'ai pas assez d'informations, peut-être aussi au niveau des ASEFIP. Voilà, mais en tout cas, je pense parlez-vous, parlez-en et certainement qu'il doit y avoir des solutions. Super. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la partie sur la compensation. On a parlé déjà des éléments de définition, d'origine, on a balayé un panorama. La compensation, alors ce petit schéma que vous retrouvez à chacun de nos webinaires, hein, ceux qui sont là depuis le début de la série sur les types de handicap le connaissent par cœur. On souhaitait quand même insister sur le fait de la notion d'inclusion, puisque la compensation, c'est apporter des réponses individualisées par rapport à la situation de la personne, certes, mais c'est également repenser l'environnement de travail de la personne pour essayer de lever les obstacles qui pourraient se dresser sur le chemin. Et donc là, on voit sur le petit schéma que plutôt que d'avoir une barrière, on a repensé l'environnement pour protéger les personnes, mais rendre accessible à tous la situation de travail. Et la compensation passe aussi par là, hein, c'est la référence à la loi de 2005 qui définit le handicap selon la situation de travail qui est vécue d'une situation de travail à l'autre. On peut parfois être en situation de handicap ou pas. Donc, on trouvait important de réinsister un petit peu sur ce principe de compensation et d'environnement, d'autant plus que la compensation porte à la fois auprès de la personne en question, mais également auprès du collectif de travail. Il y a certaines actions qui peuvent être portées au niveau du collectif et au niveau du management. Donc, c'était important d'insister là-dessus, mais je vais tout de suite laisser la parole à Véronique qui va nous en dire plus concrètement et pratiquement comment est-ce qu'on met en place une compensation concernant les maladies chroniques. Alors, juste pour me présenter à nouveau, effectivement, donc je suis Véronique Delestre, je suis consultante formatrice pour la société WeCare. Vous dire d'où vient la société WeCare. Elle a été créée par Anne-Sophie Tuzinski en 2015 parce que à l'origine, ça vient d'une association qui s'appelle Cancer at Work. Cette association réunit une soixantaine d'employeurs, d'organisations publiques et privées qui réfléchissent sur cette notion du cancer au sein du travail. Et c'est à partir de l'expérience de ces employeurs qu'est née une volonté de transmettre leurs bonnes pratiques à l'ensemble des entreprises du territoire et donc de les synthétiser sous une méthodologie 4M qui s'appelle 4M et voilà. Et donc c'est vraiment l'objectif, c'est de partager ces bonnes pratiques pour que ça serve à tous parce que la maladie fait partie de notre quotidien. Véronique, voilà. Pardon. C'est juste spécifier votre champ, enfin votre zone géographique d'intervention. Ah pardon, oui. Alors, on intervient sur toute la France et moi, particulièrement, je suis sur l'ouest de la France, enfin le nord-ouest, on va dire Rennes et Nantes, mais j'ai une collègue à Bordeaux aussi qui pourrait intervenir en cas de besoin, tout à fait. Et vous l'avez souligné, on a mis en place de manière solidaire cette plateforme Allo Alex pour que ça réponde à toutes les questions et à toutes les demandes. Et puis, je voudrais dire aussi que c'est une petite start-up, bien sûr, mais que nous sommes alignés parce qu'au sein de cette start-up, l'ensemble des personnes, consultantes, salariés, on a tous connu quelque part dans notre parcours de vie, à un moment donné, la maladie ou le handicap. Alors, je vais vous parler de maladies chroniques au travail. Juste avant, je vous pose cette première question. Peut-on être malade au travail? En effet, la législation juridique et le cadre législatif ont posé un cadre, mais en fait, c'est pas possible. Ces deux notions, malade et au travail, elles ne sont pas compatibles. On est soit malade, donc on est en arrêt de travail, et on est soit pas malade, donc on est apte au travail. Et voilà, donc ça, c'est un débat peut-être philosophique, mais il faut en prendre conscience. C'est la société et le cadre qui a voulu, qui a été mis pour protéger les malades. Mais on sait que de toute façon, c'est pas possible. Et comme le disait très justement Sarah, c'est un enjeu le travail quand on est malade.
On a vu que c'était la maladie humainement inacceptable parce qu'il y a énormément de gens qui sont malades. Demain, plus de 25% de la population active. On sait aussi que dans sa vie, à un moment donné, une personne sur deux, que ce soit par ses origines, donc à sa naissance ou par accident, rencontrera le handicap de manière temporaire ou permanente. Une personne sur deux. Et effectivement, c'est aussi économiquement irresponsable. On a la notion du travail qui veut dire, on est plutôt sur des notions économiques du travail, on est sur des notions de rentabilité, de performance des entreprises. Donc encore, quand on y met la maladie, là, il y a aussi un contraste entre les deux. Toujours est-il qu'il faut garder en tête que c'est un enjeu pour les agents. La maladie, quand on est malade au travail, c'est un enjeu pour eux. On l'a vu, il y a des enjeux qui sont liés à l'état de la maladie, aux troubles, à des enjeux qui peuvent être liés à l'isolement et à ce que ça provoque. Mais on l'a vu aussi et on l'a entendu, Sarah l'a dit, le travail, c'est important pour moi parce que j'ai envie et j'aime mon travail. Donc, il faut savoir que les agents qui sont malades ont envie de travailler. Juste un petit chiffre, hein. On sait qu'une personne sur trois, quand elle annonce sa maladie et en particulier le cancer, va perdre son emploi dans les 2 ans qui viennent suite à cette annonce. Une personne sur trois. Il y a aussi des enjeux pour les employeurs. On l'a vu, ça touche les organisations, ça bouscule, ça met des tensions dans les équipes. Donc effectivement, il y a un énorme enjeu pour l'employeur par rapport à ses, entre guillemets, ses objectifs, par rapport au service qu'il doit rendre, par rapport à l'organisation, par rapport à l'absentéisme. Donc effectivement, il y a un enjeu pour les employeurs. Donc l'employeur doit être concerné. Et puis, il y a un enjeu pour la société, et on en parle actuellement, notre sécurité sociale, la protection qui a été mise en place en 1945. Comment demain on peut la maintenir s'il y a de plus en plus de gens qui sont malades et qui ne sont pas au travail? Donc, on voit bien à travers cette question de peut-on être malade au travail que c'est un enjeu à tous les niveaux, individuels, collectifs et de société. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer cet enjeu dans le travail à travers cette notion de compensation? Là aussi, je vais m'arrêter sur 2 choses. On va parler de la compensation individuelle et je demanderai tout à l'heure à Sarah de pouvoir nous en parler un peu plus. Et on va parler de l'organisation que l'on peut mettre au sein des entreprises. Si on parle de la compensation individuelle, donc de la personne malade, quel type d'aide elle peut obtenir? Avant qu'elle obtienne ces aides, il faut se rappeler qu'elle a tout un chemin à faire entre le moment où elle apprend qu'elle est malade, le moment où elle en prend conscience et le moment où elle va demander de l'aide. Donc, il y a la notion aussi de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et on en reparlera, la RQTH. Donc, à partir du moment où cette personne a mis en place cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, des compensations peuvent être mises en place pour l'aider à mieux, on va dire, mener sa vie, mieux vivre sa maladie et puis mieux rester dans son emploi. Donc, on sait que ces compensations, on peut donc les demander auprès de la maison du handicap et que c'est le département qui va la verser. Et quelle que soit, je rappelle, quelle que soit la pathologie, quelle que soit l'origine, la nature, mais aussi la personne, l'âge et le mode de vie. Donc, toute personne a droit à la demande pour le type de compensation. Sarah, je peux me permettre de vous demander quelles sont les compensations qui ont été mises en place pour vous? Oui, alors j'ai un panel assez important de compensation. Je dispose d'une aide humaine qui m'aide pour réaliser plein de gestes que je ne suis pas capable de faire dans l'établissement, même parfois d'ouvrir une porte, mais bien mettre mon manteau, le retirer, voilà, plein de petits gestes quotidiens. Et j'ai besoin de cette aide humaine qui m'accompagne en permanence. J'ai un aménagement aussi de mon poste de travail puisque ne pouvant pas écrire au tableau, j'utilise un vidéoprojecteur, un ordinateur.
J'ai également un micro pour m'aider à porter ma voix. J'ai un aménagement de mon temps de travail, donc je travaille à temps partiel. Et ensuite, l'emploi du temps a été réalisé avec mon employeur. J'ai aussi un transport sur mon lieu de travail, qui est une société de transport aménagée, financée par le conseil départemental à 80%, et puis le reste est pris en charge par le FIP. Voilà, et donc évidemment, pour obtenir toutes ces aides, j'ai eu bien sûr la reconnaissance travailleur handicapé, ça se fait auprès des MDPH, mais ensuite il a fallu que je me mette en lien avec le médecin de prévention du rectorat, et puis il y a un système dédié au handicap au rectorat pour la prise en charge financière de toutes ces aides, de toutes ces compensations qui m'ont été allouées. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Donc, effectivement, comme Sarah vient de vous le dire, des compensations, il en existe énormément parce que c'est une réponse individuelle à la personne. Donc, c'est en fonction de sa maladie, en fonction de ses besoins que les études de compensation seront mises en place. Donc, ça, c'est la première chose, la compensation pour la personne. Et puis, si on parle du côté employeur, hein, si on revient sur la petite slide, s'il vous plaît, merci. En fait, là aussi, on peut distinguer deux types. L'employeur peut demander lui aussi à bénéficier d'aide. Il suffit qu'il mette en place un dossier auprès du FIP. Et puis, en fonction des aides individuelles que la personne aura reçues, des aides peuvent être apportées aussi à l'employeur. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose qui est aussi très importante, c'est que l'employeur, lui, peut réfléchir en interne comment il peut compenser de manière individuelle, mais aussi peut-être collective, pour la prise en charge, pour mieux prendre en charge les effets de la maladie, la situation de la maladie de cette personne au sein de son service, de son unité. Donc, l'employeur va peut-être pouvoir actionner différents leviers. On en distingue 3. On distingue des leviers de compensation dits techniques. Alors là, je vais vous donner des exemples, hein, mais ce sont que des exemples parce qu'ils ont été réfléchis de manière collective au sein d'organisations. On peut réfléchir à l'organisation des espaces. On peut revoir effectivement la place des bureaux. On peut revoir la circulation. On peut penser à la position des ascenseurs. On peut aussi réfléchir aux salles de pause pour voir comment elles sont équipées. Est-ce qu'on y mettrait pas un frigo, par exemple, pour y stocker certains médicaments? On peut réfléchir aussi bien sûr, à la posture que l'on a pour travailler, donc au bureau, à la chaise, à l'ordinateur. Est-ce qu'on met en place un ordinateur portable parce qu'on va mettre en place du télétravail? Voilà, donc des éléments techniques qui peuvent se réfléchir. On peut bien sûr aussi réfléchir aux éléments humains. Alors, les éléments humains, on peut demander, et Sarah le disait, qu'elle est donc accompagnée par une auxiliaire de vie dans son travail. Donc, on peut mettre en place cet auxiliaire de vie sur le lieu de travail. On peut aussi mettre en place des référents, et je sais qu'il y en a parmi vous, hein, des référents handicap au sein des organisations. Donc, ces personnes sont très utiles et ce sont des personnes ressources qui peuvent accompagner l'agent du début de sa maladie à la fin ou lorsque les symptômes ou il y a des rechutes. Donc ça, c'est important. On peut mettre en place des conseillers pour l'évolution professionnelle. Voilà, on peut réfléchir à toutes ces actions et humainement, il y a des actions qui me semblent assez importantes et Sarah le soulignait, ce sont les actions de sensibilisation. Il faut sensibiliser l'ensemble du personnel d'une unité à ce que c'est que la maladie. Ce sont les actions de communication, ce sont les actions de réflexion, de lever les tabous. Voilà, et tout ça, ça peut se faire par des petites actions ponctuelles
On peut par exemple profiter des semaines du cancer, de la journée mondiale de la maladie chronique. Voilà, il y a le calendrier tout au long de l'année est rythmé par des journées qui peuvent être symboles, mais qui peuvent permettre d'amener la maladie au travail et d'en parler et de libérer la parole. Et puis, on peut arriver sur des compensations organisationnelles. Donc là, en fait, on passe de cette notion de on répond à un besoin individuel à cette notion de on répond peut-être à des besoins collectifs. Et donc, on va mettre en place des organisations collectives. On parlait tout à l'heure de l'aménagement du temps de travail. On peut s'appuyer sur le temps partiel thérapeutique, qui peut être mis en place par la médecine du travail. On peut aussi s'appuyer sur l'aménagement des horaires de travail, des plages horaires. Sarah le disait très justement, on peut aussi réfléchir à ces notions de pause en fonction des besoins de la personne. Elle a besoin de toutes les 2 heures de se reposer, donc on va lui laisser le temps de se reposer et on va lui laisser un temps de pause plus important. On va aussi travailler peut-être sur des aménagements de postes en termes de missions, de tâches, en ayant peut-être des binômes, faire en sorte que les missions, les tâches soient peut-être plus polyvalentes, pour qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent travailler sur ça. On peut avoir des aides supplémentaires, on peut former des collaborateurs en interne, on peut peut-être parler d'intra-intérimaire qui viendrait renforcer un pôle quand une personne est absente parce qu'elle souffre de sa maladie et qu'elle doit se faire soigner. On peut aussi réfléchir à des notions de sortir en fait les collaborateurs qui sont malades chroniques des calculs des taux d'absentéisme. En effet, sur un service, ça peut plomber le taux. Donc, on se dit, tiens, on va isoler les personnes qui sont maladies chroniques reconnues. Comme ça n'impactera pas le taux d'absentéisme de cette unité. Voilà. Donc, il y a plein d'éléments sur lesquels on peut réfléchir, mais il faut le réfléchir de manière collective. Et surtout, en fait, quand on veut compenser, parce que compenser, ça veut dire que l'on va apporter un avantage parce qu'il y a eu un désavantage pour la personne. Il faut dire que tout n'est pas possible. On ne peut pas tout le temps compenser et que, en fait, c'est une réflexion collective qui doit se mettre en place. Alors, juste pour préciser, pour finaliser sur cette slide sur les types de compensation, pour ceux qui étaient habitués au précédent webinaire, effectivement, on n'est pas rentré dans le détail, même si Véronique vient de nous donner plein de pistes d'idées sur les types de compensation possibles. On l'a dit, c'est du cas par cas, mais notamment dans les maladies chroniques, puisqu'en fait, finalement, les maladies chroniques génèrent les handicaps, mais elles vont générer des handicaps visuels, elles vont générer des handicaps moteurs. En fait, elles peuvent générer tous les types de handicaps. Donc, il va falloir s'intéresser à tous les types de compensation de chacun de ces handicaps-là et vraiment faire du sur-mesure. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous a pas proposé une boîte à outils toute faite. Là, l'idée, ça va vraiment être de travailler avec des professionnels, des ergonomes, des spécialistes de la compensation qui vont pouvoir effectivement juger en fonction des difficultés de la personne qu'est-ce qui est le plus adapté. Oui, tout à fait. Vous avez raison de le repréciser et on verra tout à l'heure avant de clôturer, on va parler des acteurs. Et ce sont des personnes ressources qui sont là pour vous aider, pour trouver les bons outils de la bonne boîte à outils. Mais moi, je voulais vous interroger pour aller un petit peu plus loin sur cette réflexion. Ok, je compense et comment je compense. Et en fait, je compense, mais pourquoi je compense en fait? Pourquoi je mets en place cette compensation? Et là, je vais me permettre un tout petit exemple d'une entreprise. Une entreprise, alors, dans le monde industriel. Une entreprise dans le monde industriel, elle fabrique des flacons de parfum. Il y a 200 salariés et c'est à Poitiers. La personne qui est dirigeante de cette entreprise, elle n'avait pas du tout notion de la maladie. Et en fait, quand une personne était malade chez elle, elle pensait d'abord et avant tout rentabilité, entreprise et comment je vais la remplacer. Et puis, la maladie lui est arrivée à elle. Elle a eu un cancer, donc elle s'appelle Isabelle. Isabelle a eu un cancer du sein et elle était dirigeante de cette entreprise. Et ce qu'elle a fait, elle a réfléchi avec ses salariés et de manière collective, ils ont mis en place un
une chaîne où toujours ils mettent donc des flacons de parfum et ils mettent le parfum dans les flacons. Mais sur cette chaîne, il n'y a plus de cadence, plus de rythme, plus d'objectif. Et cette chaîne, elle est placée au cœur de l'entreprise. Et en fait, sur cette chaîne, tous les gens qui sont en difficulté par un retour à l'emploi, par une maladie chronique, mais aussi des petits bobos, des gens qui n'ont pas bien dormi parce que leur enfant a pleuré toute la nuit, peuvent venir sur cette chaîne. Et donc, ça a changé le regard de toute l'entreprise. Cette chaîne, elle est au cœur de toutes les chaînes. Et finalement, comme le dit Isabelle, ça a même changé le regard de l'entreprise, ça a changé la stratégie de l'entreprise parce qu'aujourd'hui, sur cette chaîne, ils fabriquent leurs propres produits. Elle a mis en place une ligne pour les femmes atteintes de cancer et qui s'appelle Osalis. Et donc, ce sont des produits de cosmétiques. Voilà, c'est un petit exemple, mais c'est pour vous amener à cette question, en fait, comment je peux anticiper? Quels besoins je peux mettre en place? Quelle communication? Comment faire confiance? Toutes ces notions qu'a abordé finalement Sarah tout à l'heure et que l'on retrouve quand on interroge les personnes qui sont malades. Sarah le disait tout à l'heure, moi, dans mon premier emploi, on ne m'a pas fait confiance. Voilà. Elle disait aussi, moi, le regard de mes collègues peuvent me gêner. Je me trompe pas, Sarah, quand je vous dis ça. Non, moi, je pense que soit on sous-estime les capacités de la personne, soit on porte sur elle un regard un peu compatissant et héroïsant qui fait qu'on ne reconnaît jamais la personne vraiment pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a envie. Moi, j'ai vécu ces deux types de regards. Voilà, donc merci beaucoup pour ce témoignage, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il faut réfléchir à cette notion de plan d'action et pour aller beaucoup plus loin dans l'intégration. Arrêtez d'être en mode pompier, mais d'être en mode j'agis et je réagis. Et juste pour le signifier, chez WeCare, grâce aux expériences de nos clients, on a mis en place une petite méthodologie pour accompagner cette réflexion et surtout faire en sorte que cette réflexion finalement devienne presque un objectif, voire elle est intégrée dans les valeurs, dans la stratégie de l'entreprise ou de l'organisation du travail. Alors, je disais que vous n'êtes pas tout seul pour vous faire accompagner parce que c'est vrai, on peut se retrouver parfois démunis quand on accueille une personne qui nous annonce sa maladie. Et donc, là encore, je vais insister tout au long, même message, faites confiance à cette personne parce que cette personne, elle est au centre d'un univers d'aide potentielle et d'acteurs qui vont vous aider, vous, employeurs, à travailler cette mise en place et au maintien à l'emploi. Alors, on a les acteurs qu'on va appeler de la sphère institutionnelle que vous connaissez et dont vous êtes parfois faites partie aujourd'hui. Donc, MDPH, le FIP, le Cap Emploi. Donc, ces acteurs, on l'a vu, ils gèrent tout ce qui est lié aux aides, aux accompagnements et il ne faut pas hésiter à les solliciter. C'est important. Et puis, on va aller sur la sphère professionnelle, vous employeurs, en interne, hein, bien sûr, vous avez des ressources que vous pouvez mobiliser. Donc, vous avez des ressources, des correspondants handicap, vous pouvez mobiliser les managers, vous pouvez mobiliser les RH, vous pouvez aussi mobiliser les salariés qui sont malades parce qu'eux aussi peuvent être acteurs. Vous pouvez mobiliser l'assistante sociale et puis la médecine du travail, qu'elle soit en interne ou en externe. La médecine du travail, elle a un rôle important, vous l'avez vu. La médecine du travail, elle intervient sur cette question de reconnaissance de la RQTH seulement si l'agent s'en empare et a envie de mettre en avant sa maladie. Mais à partir du moment où il s'est emparé et qu'il a mis en place la RQTH, la médecine du travail peut être un vrai interlocuteur. Et cette médecine du travail, vous pouvez aussi lui demander de manière de manière formelle et gratuite, d'intervenir dans votre entreprise pour animer des ateliers, pour parler de la maladie. Et ça sera assez intéressant aussi d'avoir cette vision médecine du travail.
Je vais aussi parler de la sphère médicale, hein, parce que on l'a vu, maladie chronique évolutive, donc des allers-retours bien sûr à l'hôpital, des besoins de rencontrer son médecin, de faire le point, que ce soit son médecin généraliste ou spécialiste. Donc c'est très important. Et là, je vais aussi m'arrêter sur un petit témoignage rapide. J'ai eu la chance de rencontrer Stéphane Pardou, qui est le DG adjoint d'un grand centre cancérologique qui est Gustave Roussy, en région parisienne. Et lui, son rôle, c'est de s'occuper du patient. Hein. Donc, quand il parle d'un malade, il parle d'un patient. Et ils se sont rendus compte, quand ils prennent en charge un patient, que dans le parcours d'un patient, il y a cette notion de travail qui apparaît. Et donc là aussi, on voit que le travail est important. Et là, une petite phrase que je vous donnerai, en fait, il dit que le travail, c'est aussi un bon remède pour la maladie. Donc, je ferme, ça lui appartient, mais je trouve ça assez intéressant. Et je termine sur la dernière sphère, c'est la sphère privée, la sphère particulière. Et là aussi, la personne malade, elle a sa famille, bien sûr, mais aussi toutes les associations de patients qui peuvent l'aider. Et un petit clin d'œil, là encore, sur une association, pour ceux qui sont à Nantes ou dans sa région, pour maladies chroniques. Il y a une association qui a été créée par le CHU nantais et qui s'appelle La Fabrique et qui accueille ces personnes en maladie chronique pour les remettre dans le chemin de l'emploi et pour les accompagner sur l'emploi. Voilà ce que je voulais vous dire et vous dire en fait que c'est cette notion de collectif qui est importante, cette notion de relation, de communication et de pluridisciplinarité. Sarah, est-ce que vous vous retrouvez juste du coup un petit peu dans cet écosystème-là et par rapport à votre parcours, est-ce que vous en avez sollicité certains? Ah oui, oui, oui. Alors, c'est évidemment pas forcément évident de s'y retrouver, même si la prise en charge, elle a été faite de manière assez facile pour moi. Mais j'imagine que quand on est totalement étranger à tout cet univers dans lequel moi je baigne depuis longtemps, puisque j'ai mon handicap depuis la naissance, ça peut être un peu effrayant. Mais bon, voilà, une fois que le système est enclenché, les choses se font relativement simplement. Par contre, c'est vrai qu'il faut anticiper. On n'arrive pas sur son lieu de travail sans avoir fait ces démarches auparavant, par exemple. Et les temps de mise en route des dossiers, notamment de la NDPH, ça c'est une des difficultés majeures, hein, c'est les temps d'attente pour que les dossiers soient examinés et soit effectifs, ça peut être de 3 à 6 mois. Donc effectivement, il faut, c'est tout un système qu'il faut solliciter et il faut s'y prendre tôt. Merci beaucoup, Sarah, pour toutes ces précisions. Alors effectivement, juste pour rebondir sur ce qui était un peu dit sur le chat, effectivement, la liste qui vous a été présentée est non exhaustive. Nous, on vous invite à feuilleter le catalogue des acteurs locaux que vous retrouvez sur notre site internet qui à la fois donne les contacts de chaque acteur de vos régions, mais va aussi détailler dans une fiche descriptive leur rôle, leur mission, les modes de financement, etc. Donc, vous allez pouvoir vraiment rentrer dans le bain parce que forcément, sur un webinaire de cette temporalité, on n'a pas le temps de faire un focus sur l'écosystème pendant 2 heures. Absolument. Alors du coup, il y a eu énormément de questions et on vous remercie pour vraiment toutes vos contributions et puis les réponses aussi que vous avez pu apporter entre vous. On a tenté de répondre au plus de questions possibles. Désolée pour les sujets qu'on n'aurait pas pu aborder aujourd'hui. Hein, le format court et concis qu'on souhaitait pour ce webinaire dans un premier niveau d'information l'explique. Et donc, voilà, on vous invite aussi à approfondir et puis garder des liens, surtout entre vous dans les réseaux, hein, le réseau Handipact est là pour ça, pour créer du lien entre les partenaires, les employeurs des 3 fonctions publiques. On était aujourd'hui dans un webinaire organisé pour le FIP. C'est pour ça qu'on a très peu abordé la GFIP. Hein, j'ai vu plusieurs commentaires là-dessus.
Peut-être quelques mots de conclusion. De notre côté, retenir que les maladies chroniques sont parfois des handicaps invisibles. Donc, bien être attentif en permanence, dans une posture d'écoute et de dialogue aussi. On en a énormément parlé tout au long de cette matinée, de la communication. Troisième point à retenir, peut-être solliciter des experts. On avait la chance aujourd'hui d'avoir Véronique qui intervient quotidiennement auprès d'organisations. Donc voilà, solliciter aussi les expertises que vous n'avez pas en interne sans attendre le dernier moment. On a compris que le mode pompier, il n'est pas forcément toujours le mieux. Autant anticiper le plus possible. Adapter aussi, faire du sur-mesure sur les méthodes d'accompagnement. Et puis enfin, associer la personne qui est au centre du parcours ainsi que le collectif et l'organisation. Voilà ce que je peux dire de mon côté. Je vous laisse la parole pour peut-être un dernier mot de conclusion. Sarah ? Oui, peut-être revenir sur une idée un peu positive parce que les maladies chroniques, le handicap pour ma part, c'est souvent anxiogène pour tout le monde. Et ça peut être très positif quand on le vit en entreprise, pas pour soi, parce que c'est thérapeutique de travailler. Et puis ensuite, j'en témoigne aussi de ma relation avec les élèves ou avec mes collègues. C'est rassurant d'accueillir mes difficultés et d'y répondre. Et c'est un message assez porteur de se dire que il y a plein de moyens de transformer ces difficultés et de les rendre productives et aussi d'amener beaucoup d'humanité entre les personnes au sein d'une entreprise. Et moi, je le vis avec mes élèves au quotidien. Ça les rassure de me voir travailler. Et puis, le message que je leur dis, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés peuvent être aussi surmontées. Voilà. Merci Sarah. En tout cas, beaucoup de personnes vous remercient pour votre intervention très concrète. C'est toujours très utile d'avoir un éclairage de votre vécu. Véronique aussi, peut-être un petit mot de la fin ? Oui, je me permettrais de dire que, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, ces personnes qui sont porteuses ou malades chroniques, en fait, elles développent aussi des très belles compétences parce qu'elles ont un parcours et un vécu très particulier. Et donc, j'aimerais aussi que les entreprises elles puissent tenir compte de ces compétences qui ont été développées et de les mettre en avant parce que c'est une vraie richesse d'avoir quelqu'un qui porte ces compétences. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, en tout cas, à toutes les deux de votre présence aujourd'hui. C'était un vrai plaisir pour Émile et moi d'animer et de co-animer ensemble ce webinaire. Oui, effectivement, merci beaucoup déjà pour votre forte présence. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de monde, aussi bien en inscription qu'en participant. Et puis merci aussi pour tous les échanges que vous avez sur le chat et qui enrichissent encore plus ce webinaire. Merci à nos deux intervenantes, à Véronique et à Sarah, pour les témoignages, pour les apports des expertises terrain. Vous le savez, aujourd'hui, c'est le 3e rendez-vous d'une série de webinaires. Le premier était consacré au handicap auditif, le 2e au handicap visuel. Vous pouvez les revisionner en replay. Ils sont accessibles depuis notre site internet. Le prochain, qui donc sera le dernier, sera sur les troubles du spectre de l'autisme et aura lieu le jeudi 28 mai. Vous pouvez vous inscrire sur l'onglet agenda de notre site internet. Voilà pour cette série de rendez-vous. Ils seront tous visionnables du coup en replay et le support, bien sûr, encore une fois, de ce webinaire sera également disponible sur notre site internet. Voilà, et un dernier petit mot. Nous sommes avec Emeline, nous faisons partie du cabinet ADO Conseil. En complément à cette série de webinaires sur les typologies de handicap, on propose également en cette période de confinement où on a besoin de prendre soin de soi, se faire du bien aussi, une autre série de webinaires en semaine intercalée autour de la psychologie positive et de bien-être. Comment prendre soin de soi en cette période, c'est important. Et nous avons donc un rendez-vous également la semaine prochaine sur mieux nous aligner à nous-mêmes pour améliorer notre bien-être. Donc voilà, si vous souhaitez nous rejoindre, c'est également possible et ouvert à tous. Donc on vous y retrouvera peut-être avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup de votre présence assidue. On vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et à bientôt.
Dernier mot avant de vous partir, si vous pouviez remplir effectivement le sondage que Valéria, je sais que le chat circule assez rapidement, mais qu'il y a un sondage qu'on vous soumet pour savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire, pour qu'on puisse toujours l'améliorer. Et aussi pour nous donner des suggestions pour d'éventuelles prochaines rencontres, puisque effectivement on arrive sur la fin de cette troisième année du Handipact. On va arriver sur une nouvelle programmation, donc on a besoin d'idées, de connaître vos besoins. Donc n'hésitez pas à les partager via ce sondage. Et donc merci beaucoup pour votre participation et puis à très bientôt.